Karaté, le Sénégal, champion d'Afrique, les Lions sont attendus à Dakar aujourd'hui à 14h30 avec la médaille d'or autour du cou. On parlera également de football avec la rencontre Sénégal-Ouganda. Après le match nul blanc hier, les spécialistes analysent le jeu produit par les Lions d'Alucissé. Nous sommes mardi, c'est la chronique de Papa Sambakan. Et point de vue sur l'appel de l'église, Monseigneur André Gueye, l'évêque de Thiès, qui invite les citoyens à voter utile lors des prochaines législatives. Le rendez-vous du jour, c'est vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Chaude atmosphère ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour n'avoir pas reçu leur bourse depuis le début de l'année, les étudiants ont barré toutes les grandes artères comme l'avenue Cheikh Anta Diop et cela a eu des conséquences sur la circulation. Mohamed Ali Mouba. Sifflet à main, le vigile régule la circulation devenue tout d'un coup dans son principal rond-point de l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar. Les véhicules à petite allure évitent les nombreux cailloux qui jonchent la rue. Quelques heures plus tôt, les lieux étaient transformés en champ de bataille. Policiers d'un côté, étudiants de l'autre. Le cœur de l'université présente un visage tout autre ici. Toutes les voies sont bloquées par des étudiants furieux et qui font la loi. On n'a pas depuis 8 mois, on n'a pas encore reçu des bourses. Alors que nous sommes censés écrire, faire des rapports pour déposer les rapports encore. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On nous avait donné un délai, je ne sais pas, c'était le vendredi 2. Est-ce qu'à présent ils n'ont pas respecté ce délai-là? Un conducteur de moto arrive à vive allure. Visiblement, l'homme veut forcer le passage. Vous êtes étudiant? Non. Vous ne retournez pas, moi je vais retourner comme ça. Face à la détermination des étudiants, il finit par abdiquer. Les véhicules, eux aussi, font demi-tour. Ould Mustafa n'a pas le choix. Il devait se rendre à l'hôpital Fann. Depuis 10 heures, je voudrais retourner de là-bas. J'ai un parent qui est malade, qui est hospitalisé en maladie infectieuse. C'est compliqué. Et vous êtes en train de perdre le temps? Oui, je suis en train de perdre le temps, c'est ça. Pour le moment, la police contrôle tous les grands axes routiers qui mènent à l'université de Dakar. Elle veut empêcher visiblement les étudiants de bloquer la circulation au niveau de l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar et de la Corniche Ouest. C'était la situation ce matin donc à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'épreuve anticipée de philosophie, c'est demain. Cette discipline pose souvent problème aux élèves et le professeur El Hadj Songue Diouf demande aux candidats d'éviter certains pièges comme la restitution des cours ou encore la substitution conceptuelle. Selon l'enseignant, la philosophie est un exercice de réflexion et d'analyse. El Hadj Diogoudjen. Très redoutée par les élèves, la philosophie est une discipline qui requiert une capacité de réflexion et de discernement. Selon le professeur El Hadj Songue Diouf, les candidats doivent avoir à l'esprit cette démarche. Il s'agit de philosophie et tant qu'il s'agira de philosophie, nous ne serons plus dans la posture mais d'une restitution mécanique d'éléments de cours. Il s'agira moins d'un exercice de récitation mais que d'un exercice de réflexion. Cet exercice de réflexion implique certains pièges à éviter pour ne pas faire hors sujet. Que l'élève ôte de son esprit l'idée qu'il pourra s'appuyer peut-être immédiatement sur une seule leçon pour prendre en charge justement les questions qui lui seront posées. Très souvent, les élèves réduisent. Ils sont très forts en substitution conceptuelle. Ils réduisent tout un sujet, toute une problématique à un seul terme du sujet. Ça veut dire qu'ils voient par exemple mentionner la notion de contrainte. Ils se mettent à réciter leur cours sur l'État. Or, c'est très bien, la contrainte est multiforme. Mais, pour bien aborder cette épreuve, le professeur au lycée Limamoulaye demande aux candidats d'être serein. Être serein signifie être angoissé et ne pas avoir peur. Parce que la peur est inhibitrice de toute manière, mais l'angoisse, elle découle justement de la conscience claire de nos responsabilités. Et donc, de ce point de vue-là, nous leur demanderons d'être angoissés, de ne pas avoir peur. L'autre conseil que nous leur demandons, c'est de rester eux-mêmes, de ne pas changer les habitudes, ni de sommeil, ni alimentaire. Hormis les élèves des séries techniques, les candidats au baccalauréat vont plancher demain sur l'épreuve anticipée de philosophie. Des candidats qui ont eu cette année la chance de boucler ou de faire la majeure partie de leur programme à raison de l'absence de perturbations, contrairement aux dernières années scolaires. Il est 12h06 partout au Sénégal et vous suivez le grand journal. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf.
L'actualité politique, défection de femmes militantes du parti Réumi à Saint-Louis, c'est une situation inédite, avoue le coordonnateur du parti dans la vieille ville. Dr Abdoulaye Ndoye dit cependant gérer la situation. Il attend la publication officielle des listes pour donner suite à cette affaire. Il est joint par Anna Rocha. Nous sommes dans une période vraiment de l'attente de la publication des listes officielles. Et que dans cette période, nous ne pouvons pas faire une réaction du genre exécutive par rapport à cette situation que vous venez de décrire. La seule chose que je puisse en tout cas dire, c'est que nous sommes déçus par cette situation qui est regrettable. Nous pensons qu'il y aura peut-être une solution à cela parce que quand même, ce n'est pas quelque chose qui soit très conforme à ce qu'il faut faire. La réaction que j'ai eue en tout cas de certaines femmes déjà hier soir, c'est de dire qu'elles ne sont pas du tout d'accord avec cette position. Donc ce n'est pas une position largement partagée. Mais en tout état de cause, j'attends la fin des opérations de publication des listes pour que cette situation-là, en tout cas, soit éclaircie aux yeux de l'opinion. Ce qui est sûr, c'est que l'UMI est plus que jamais engagé dans cette bataille des législatives et que ces réactions que nous pouvons comprendre, quand même, nous allons les limiter justement à leur juste proportion. Est-ce que vous avez bon espoir que les femmes frustrées, que ces femmes frustrées reviennent à de meilleurs sentiments entre-temps? Je le pense fondamentalement parce qu'il y a aucune raison de quitter un parti pour des questions d'investiture. Vous savez très bien que nous sommes dans des coalitions et l'offre en termes de coalition est très très réduite. Donc avoir des ambitions démesurées n'a aucun sens. Et je pense que ce sont des explications plausibles que les femmes que nous connaissons qui sont raisonnables pourront comprendre. Maintenant les frustrations, on peut les comprendre et on les gérera. La coalition gagnante Wattu Sénégal a choisi Mohamed Lamine Massali comme tête de liste départementale à Thiès. Le jeune responsable libéral considère le choix porté sur sa personne comme une prime à la constance et à l'engagement. Il compte sur des jeunes ou sur les jeunes de Thiès pour remporter la victoire face à des ténors comme le président de Réumi Idrissa Seck. Mohamed Lamine Massali était l'invité d'RFM Matin. Je l'ai prouvé sur le terrain, je l'ai prouvé sur le plan politique, national comme international. Cela a fait de moi, comme tête de liste de la coalition gagnante, Manko Wattu Sénégal. Pour moi, c'est une sacerdoce pour la jeunesse thiessoise. Et j'en profite pour les demander de m'accompagner parce qu'il est temps qu'il y ait un changement à Thiès. Et ce changement-là, ça doit commencer par ma personne, qui est jeune comme eux. De toute façon, j'utiliserai toutes mes forces pour faire face à mes adversaires. Inch'Allah, je pense le soir du 30 juillet, qu'Allah, le Tout-Puissant, sera de mon côté. On sait que la bataille sera âpre à Thiès avec des gens comme Idrissa Seck ou encore Sireja Augustin Tine. Pensez-vous réellement que vous avez des chances de gagner les législatives? Je le pense bien, parce que, comme vous le savez, l'électorat, c'est les jeunes occupent 35% de l'électorat jeune. Pour moi, dans la vie, il faut toujours croire en soi et en ses valeurs. C'est ce qui fait la force d'une personne. Et j'en profite pour demander aux jeunes de venir m'accompagner pour le triomphe de la coalition. Parce que voter Massali, c'est le triomphe de la jeunesse. Législative de juillet prochain, la pléthore de listes en course. Le mouvement Conscience Citoyenne Gomsabop, dirigé par Malik Mbaye, propose pour le jour du vote que les électeurs ne prennent que 5 bulletins au maximum avant d'aller dans l'isoloir. Cela pour permettre un déroulement rapide du vote. Maodo Malik Mbaye, joint par Mamadou Mohamed Ndiaye. Nous avons constaté avec beaucoup d'amertume qu'il y a une pléthore de listes, entre 45 et 49 listes. Et nous nous sommes dit que si rien n'est fait, d'abord il y aura un problème de présence de tous les représentants de 49 représentants dans un bureau de vote, c'est problématique, mais le plus problématique concerne l'électeur. Et c'est au nom de cette démocratie-là qui veut que qui permet aux candidats de se présenter aux élections, cette même démocratie met l'électeur, le citoyen au centre de ses préoccupations, donc à accomplir son devoir de vote. C'est la raison pour laquelle nous proposons la modification ou la dérogation par consensus à l'article L78 en son alinéa 2 qui exige à l'électeur de se présenter, de choisir autant tous les bulletins de vote. Nous proposons donc de manière claire que ça soit révisé, que cette disposition soit révisée pour permettre à l'électeur de ne choisir que 5 ou 4 ou 5
bulletin et de pouvoir accomplir son devoir citoyen. Je vous rappelle qu'une simple simulation nous montre que avec 45 bulletins, un électeur va prendre 10 minutes. Donc de 8h à 18h, soit pendant 660 minutes, il n'y aura que 66 électeurs qui peuvent passer dans un centre de vote. Et là, on joue les dégâts. Sur RFM, au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Mont-Roland, l'implantation d'une usine pour l'exploitation d'une carrière pousse les agriculteurs à réagir pour la défense de leurs intérêts, après quoi le maire est monté au créneau pour demander à l'État de dire aux promoteurs de respecter ses engagements dans l'intérêt des populations. Correspondant Cheikh Anta Diop. L'implantation d'une carrière d'exploitation de béton à Mont-Roland sur un site de plus de 2 hectares dans les villages de Kaye et Kemaï divise les populations. Elles ont lancé un cri de cœur lors de l'audience publique organisée par la mairie. Yves Lamine Ciss, le maire de Mont-Roland, donne son avis sur la problématique. C'est un promoteur privé donc qui est allé au niveau des services de l'État pour demander une autorisation d'exploitation. Nous portons à la fois la parole des populations et la parole de l'État. Nous voulons simplement que l'État, que les engagements qui vont être pris ici, que ces engagements soient respectés et que l'État suive effectivement les engagements. Parce qu'en réalité, nous, on n'est pas concernés pratiquement par le suivi des carrières. C'est les services techniques au niveau régional. Il leur appartient de suivre donc vraiment les engagements que le promoteur a pris. Tant que ces engagements ne sont pas respectés, il y aura toujours ces problèmes. Adama Djemé, chef du centre d'appui au développement local, venu représenter le sous-préfet de Pambal, rassure les populations. Selon elle, tout sera mis en œuvre pour respecter le code minier. Les paysans ont eu à reboiser, à cultiver. Donc tout ce qui est détruit maintenant sera pris en compte par une commission départementale d'études, de constat et d'évaluation des impacts. Mais d'appuyer ces populations-là dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Les populations de Mont-Roland sont inquiètes, surtout que ce projet est situé sur un cours d'eau qui alimentait le lac Talma, ce qui pose une sérieuse équation sur l'agriculture. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, reportage. Reportage Ramadan sur le Woro Galais. Vous connaissez certainement, il s'agit de ceux qui déclarent chez eux avoir jeûné mais qui boivent et mangent dehors. Ils font l'affaire des restauratrices. Agayoua Salisso est allé à la rencontre de ces dames qui mènent leurs activités de restauratrices en plein Ramadan pour servir les faux jeûneurs. Voici son reportage. Ce matin encore, c'est jour de travail. Pas de répit pour cette restauratrice. Le Ramadan n'a pas freiné ses activités. À son image, plusieurs restaurants et autres gargotes n'ont pas baissé rideau. Ici, sont accueillis ces temps-ci de nouveaux types de clients. Les sandwichs sont business florissant. Au 10e jour du mois de Ramadan, certains jeûneurs commencent à lâcher prise dans la plus grande discrétion. Que de nouveaux visages ici. Le maçon dont elle parle n'a pas résisté aux yeux doux de la nourriture. À notre micro, si l'ouvrier se cache, il est gêné. Il a été précédé d'un autre jeune homme armé d'un chapelet bien visible. Rapidement, il a fait sa commande avant de s'éclipser, laissant derrière lui la restauratrice parler à sa place. Mais léegi bu ñu lekkee pare dañuy pompe seen gémmiñ ba wow wala. waaw dinaa leen tegal mouchoir daal ñaari saal dama leen ne ñu dem beneen saal bu nekk ci biir moo ëpp sutura. Les uns se disent malades, les autres épuisés, exténués de jour en jour. Tout genre et tout âge confondu, le club des non-jeûneurs fait le bonheur de cette restauratrice. dañuy jaay ndog te suba si tamit 1h 2h bu ñu ñëwee dañ leen di jaay heure ndékki keek bi day jar. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Guinée-Bissau, le PAIGC s'attendait à des sanctions contre José Mario Vaz à l'issue du sommet de la CEDEAO. Le parti n'a finalement pas eu gain de cause, Antoine, mais les présidents et chefs de gouvernement ont demandé au président Vaz de mettre fin à la crise politique dans les 3 prochains mois. Bissau Nouamankali. La CEDEAO n'a finalement pas appliqué de sanctions à aucun des politiciens bissau-guinéens comme on l'espérait ici dans le pays, mais les a demandé de mieux se dialoguer et d'appliquer en intégralité l'accord de Conakry.
De son retour du sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu à Monrovia au Libéria, le président José Mario Vaz a souligné qu'il est confiant que la solution de la crise qui affecte le pays presque durant 2 ans peut se résoudre avec un dialogue interne entre les Bissau-Guinéens. José Mario Vaz a remercié les efforts fournis par la CEDEAO. José Mario Vaz. Le plus important est qu'entre nous, Bissau-Guinéens, nous essayons de trouver la solution pour notre pays. Nous pouvons dire que presque nous avons apporté la médiation dans notre pays. Il est important qu'il y ait l'entente entre nous, Bissau-Guinéens. Chacun doit faire de son mieux à la recherche de la solution de notre problème. Je profite de cette occasion pour remercier tous les Bissau-Guinéens. Le palais est ouvert pour recevoir des suggestions entre autres. Pour cela, le leader bissau-guinéen a demandé et obtenu de la CEDEAO 90 jours pour maintenir ses forces déployées dans le pays depuis le coup d'état militaire de 2012. Ouamankali Bissau, RFM. Les États membres de la CEDEAO sortant ont donné leur accord de principe pour l'adhésion du Maroc. Mais il faut dire que rien n'est encore gagné. Il faudra attendre le prochain sommet prévu en décembre à Lomé au Togo. Le roi Mohamed VI, qui n'était pas à Monrovia dimanche dernier, est invité à prendre part au sommet de Lomé. Nous allons y revenir plus tard avec notre correspondant à Rabat, Khadim Bay. L'Union européenne a décidé de soutenir le G5 Sahel. En dehors de cette aide financière, des milliers d'hommes ont été mobilisés pour faire partie de la force conjointe. Les 5 pays que compose le G5 Sahel vont tenter de lutter efficacement contre le terrorisme. Maïmouna Mbakesei. Au Mali, Federica Mogherini a annoncé ce lundi à Bamako une aide de 50 millions d'euros, soit près de 33 milliards de francs CFA au pays du G5 Sahel. Cette aide va être destinée à la lutte contre la menace djihadiste, déclare le chef de la diplomatie de l'Union européenne. L'annonce a été faite lors de la rencontre annuelle entre la représentante de l'UE et les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel. Les participants, notamment le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Tchad ont approuvé un plan avec un effectif de 10 000 soldats pour la sécurité des frontières. Ces forces vont se charger aussi de lutter contre le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains et tous les autres trafics. Pour rappel, la décision de créer cette force conjointe remonte au sommet du G5 Sahel en novembre 2015 au Tchad. Le Nord Mali était à l'époque sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Depuis 2015, des attaques meurtrières visent des zones qui échappent au contrôle des forces maliennes et françaises. Maïmouna Mbake, c'est stagiaire à la radio Futur Média. Cameroun, des militaires ont été arrêtés pour mutinerie. Ils sont environ une trentaine engagés dans la lutte contre Boko Haram. Ces soldats réclament le paiement de leurs primes et leur relève. Les militaires des opérations de maintien de paix de l'ONU ont reçu leur paiement. Alors, les soldats camerounais veulent la même chose. Selon le ministère de la Défense, les militaires engagés sous la bannière de la force multinationale mixte ne bénéficient pas de primes similaires à celles des troupes opérant pour les missions onusiennes. Retour sur l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. On l'a dit tout à l'heure, Antoine, il faut dire que rien n'est encore gagné. Il faudra attendre le prochain sommet prévu en décembre à Lomé au Togo. Le roi Mohamed VI, qui n'était pas à Monrovia dimanche dernier, est invité à prendre part au sommet de Lomé. Rabat, Khadim Bay. Ce n'est qu'un accord de principe, mais c'est déjà une avancée majeure pour Rabat. Un pas de plus vers l'adhésion du royaume à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en tant que membre à part entière. Les quelques 26 déplacements du roi Mohamed VI effectués dans 11 pays de l'Afrique de l'Ouest, marqués par la signature de centaines de contrats d'investissement, viennent de porter leurs fruits, même si pour l'heure il reste encore quelques formalités pour que le royaume soit définitivement membre du club des 15. Cet accord de principe marque la fin de la phase politique du dossier. La deuxième phase, celle de l'adoption juridique, sera suivie des discussions techniques avec lesquelles s'achèvera la demande d'adhésion marocaine. Le souverain marocain, absent dimanche du sommet de la CEDEAO à Monrovia, la capitale du Libéria, à cause de la présence du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, est invité à la prochaine session de l'organisation sous-régionale prévue à Lomé au Togo en décembre 2017. C'est là-bas que tout va se décider. Pour rappel,
Le Royaume du Maroc a formulé en février dernier une demande d'adhésion à la CEDEAO en qualité de membre à part entière de cette organisation sous-régionale. Cette demande est intervenue juste un mois après le retour du Maroc à l'Union africaine. Khadim Bay, Rabat, Radio Futur Média. Nigeria, des associations anticorruption veulent poursuivre le gouvernement en justice à cause de l'attribution d'un marché pétrolier. Elles accusent les autorités d'avoir violé les procédures dans le cadre d'un projet d'exploitation d'une raffinerie de pétrole évaluée à 15 milliards de dollars, soit près de 9 milliards de francs CFA. Relations heurtées entre le Qatar et 4 autres pays arabes. Bakary Samb tente d'analyser la rupture. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et le Bahreïn ont tous rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Pour Bakary Samb, il ne faut pas chercher loin. C'est parce que le terrorisme est devenu la crème de certaines puissances du monde arabe qui s'accusent mutuellement. Le spécialiste du monde arabe et directeur de Timbuktu Institute est joint par Seydou Norouba. La lutte contre le terrorisme est devenue la tarte à crème pour tous les pays, notamment Donald Trump qui utilise la même chose pour parler de l'Iran, pour faire plaisir à l'allié saoudien, etc. Et je pense qu'il y a une situation qui fait que ces pays aujourd'hui s'accusent mutuellement. Le Qatar soutient, il est de l'autorité publique, le mouvement des frères musulmans, qui est considéré comme étant un mouvement terroriste aussi bien en Égypte où il y a qu'en Arabie Saoudite. Mais de la même manière, l'Arabie Saoudite aussi, à ce pays, on pourrait reprocher le fait de soutenir le salafisme wahhabite, qui est l'idéologie qui alimente Daesh, qui alimente aussi Al-Qaïda et d'autres mouvements terroristes. Donc je pense que la lutte contre le terrorisme est aujourd'hui en train d'être instrumentalisée, aussi bien par la diplomatie américaine, par ce sommet de Riyad lors duquel Donald Trump a fait des déclarations importantes pointant du doigt l'Iran, mais aussi les puissances de la région qui, à chaque fois qu'elles ne s'entendent pas sur un point particulier, s'accusent mutuellement de soutenir ou de renforcer le terrorisme. C'était le professeur Bakary Samb, spécialiste du monde arabe, Antoine. Merci Sornana Tambay pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur l'appel de l'Église, Monseigneur André Gay, l'évêque de Thiès, qui invite les citoyens à voter utile lors des prochaines législatives. Nous allons parler de tout cela dans quelques minutes. RFM. Rebonjour Malal Junior Diagne. Rebonjour Antoine. Le football en ouverture de cette page des sports. Après le match nul face à l'Ouganda, match nul des Lions du Sénégal, donc l'heure est au bilan. Et c'est le président de la fédération qui tire le bilan de cette rencontre d'abord avant les spécialistes. Maître Augustin Senghor estime qu'avec les nombreux blessés constatés en équipe nationale, ceux qui ont défendu les couleurs hier ont bien joué. Il demande également au public de venir samedi prochain au stade afin de pousser les Lions à la victoire face à l'équipe de la Guinée équatoriale. Maître Augustin Senghor avec RFM. Comme vous le savez, c'était un match de préparation avec un adversaire de qualité. Je pense que notre coach n'avait pas choisi une partie facile. Et surtout, c'est un match qui configure un peu ce que nous allons vivre dans quelques jours. Et sur l'ensemble, dans le contenu, je pense que l'équipe s'est très bien comportée. Même si on avait beaucoup d'absents, on ne l'a pas senti. La qualité des jeux s'est même améliorée, je pense, par rapport à d'autres matchs par le passé. Ce qui a manqué, justement, c'était juste la lucidité et la fraîcheur nécessaire pour faire la différence. Et ça aussi, ça se comprend. Pour certains, depuis 10 jours ou 2 semaines, ils n'ont pas foulé les pelouses. Et donc, c'est un match qui était utile dans l'optique de pouvoir se préparer pour le vrai match qui sera celui de samedi. Et on espère qu'ils auront plus de réussite lors de... Plus de réussite, quelle est donc l'analyse des techniciens? Nous avons posé la question à Momartoun, ancien coach du Garaf, ancien sélectionneur national. Qu'as-tu retenu de cette rencontre Sénégal-Ouganda? Sa réponse est là. Des changements étaient prévisibles. Cela s'est fait. Est-ce que ce qu'on attendait au niveau de tous ces joueurs qui cherchent à gagner une place dans le groupe de Aliou Cissé, ça a été vu? Je pense que non. Le problème qui persiste toujours dans l'équipe du Sénégal, c'est le problème de l'animation dans le jeu. Tant que nous n'aurons pas de joueurs capables de se donner le ballon, de bouger en même temps que le ballon douce. Parce que ce qui se passe, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est que nous, au Sénégal, on aime jouer, on veut jouer, mais est-ce qu'on se donne les moyens par rapport à des structures précises de jouer au ballon? Parce
Parce que pour jouer, il faut que le ballon circule. Et il faudrait parallèlement également que les joueurs soient soit des solliciteurs, soit des joueurs qui prennent des initiatives. Mouvement des joueurs, mouvement du ballon combiné peut permettre à une équipe de jouer comme il faut. Et nous avons des problèmes. Sur le côté droit, Moussa Wagué a été vraiment très bon. Mais à gauche, nous avons eu des problèmes parce que nous avons joué avec quelqu'un qui devait déborder à gauche. Ce qui fait que le couloir gauche est bloqué. À droite, c'était bien. Mais Moussa Wagué, je pense qu'il n'a pas été compris par certains moments. Maintenant, le conseil que je donne à Ali Cissé, c'est qu'il faut qu'il ose. Quand nous jouons à la maison, les gens viennent pour défendre. Nous devons venir, certes pour ne pas prendre de but, mais nous devons prendre des initiatives sur le plan offensif. Dans la création, nous avons des possibilités. Nos joueurs ne demandent que ça. Il faut les libérer. Moi, je pense qu'il y a un problème de libération des joueurs pour leur permettre de s'exprimer convenablement. Après le football, le basket, le Dakar Université Club mise désormais sur les coupes pour sauver sa saison. Chez les garçons éliminés en championnat par l'équipe championne en titre, l'AS Douane, les étudiants vont donc tout donner en coupe, d'abord la coupe nationale puis la coupe du maire pour sauver leur saison. Après leur élimination en demi-finale, retour des play-offs, leur entraîneur Parfait Adjivon s'est confié à RFM. On l'a perdu en deuxième mi-temps, au troisième quart-temps. On a fait tout de perdre au deuxième quart-temps, ce qui a fait revenir l'adversaire. Mais au troisième quart-temps, on a fait une mauvaise entrée. On a fait un 5 minutes, un 15-1, ce qui ne s'explique pas. Parce qu'on avait eu des opportunités, il y avait des tirs ouverts qu'on ne mettait pas. Bon, à ce niveau-là, si on ne mettait pas vos... Si l'ensemble des matchs, on n'a pas scoré. On n'a pas saisi nos opportunités pour scorer. Parce qu'on avait beaucoup plus de tirs ouverts, on a raté. Donc il faut l'accepter. Maintenant, c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler, tout en sachant qu'on est éliminé pour le championnat, pour le titre. Bon, la saison n'est pas terminée. Il y a la Coupe du Sénégal et il y a la Coupe du Maire. Donc il faut y aller avec un mental fort. On termine avec le karaté. Les Lions du Sénégal sont attendus cet après-midi à Dakar. À 14h30, plus précisément, Antoine, les Lions du Sénégal, champions d'Afrique par équipe, donc ont quitté ce matin Yaoundé pour Dakar. La Fédération sénégalaise de karaté invite également les supporters à venir les accueillir. Le Sénégal a remporté une médaille en argent, 600 bronzes, plus la médaille d'or par équipe chez les garçons. Bonne campagne. Merci Malal Junior Gagne. RFM, la chronique du jour. La chronique de Papa Sambakan. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte ont de concert rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar, mis un terme ou suspendu leurs relations commerciales avec Doha, exclus par ailleurs de la coalition militaire qui combat au Yémen. Ce qui est en cause dans cette tentative résolue d'isolement du richissime petit État du Golfe, en tout cas ce qui est officiellement donné comme raison première de leur démarche par les 4 nations arabes les plus puissantes de la sous-région, c'est le soutien apporté par Doha au terrorisme qu'il financerait. La première observation à faire sur cette affaire, il y en a d'innombrables qui ne pourront pas être évoquées ici, c'est qu'il est plutôt surprenant de voir cette initiative lourde de conséquences émaner de ses voisins plutôt que de pays occidentaux tourmentés par le terrorisme. Jusqu'ici, rumeurs persistantes en Occident, accusations souvent formulées suite à ces horribles attentats dont l'Europe est frappée, mais jamais officiellement, toujours portées par des intellectuels indépendants, puis oubliées quand les émotions sont retombées. Ce rôle du Qatar dans le financement du terrorisme était une sorte d'arlésienne, au sens populaire qu'on donne à ce mot aujourd'hui, pour les uns, une réalité diffuse, surtout gênante aux entournures, pour nombre de dirigeants européens, certains d'entre eux mangeant dans les mains des dirigeants qataris fort prodigues, d'autres hésitant à compromettre des intérêts économiques nationaux réels et substantiels portés par un Qatar riche et dépensier en infrastructures, armements et autres. Aujourd'hui, ses voisins du Golfe, Arabie Saoudite et Égypte en tête, mettent le doigt sur cette réalité dont l'ampleur n'est certes pas révélée, mais dont cette nouvelle donne dévoile déjà quelques pans, notamment le soutien constant du Qatar aux frères musulmans en Égypte, notamment lors de l'élection présidentielle qui porta Mohamed Morsi au pouvoir. Le Qatar isolé, ses frontières fermées, boycottées par les grandes compagnies aériennes de la région, se défend en accusant les États-Unis d'avoir fomenté ce coup dur porté à sa stabilité politique, économique, diplomatique. Et il a considéré les déclarations de Donald Trump lors de sa visite à Riyad sur la nécessité pour ces pays d'unir leurs forces pour chasser le terrorisme de la région. Évidemment, sous la férule des USA. Mais le Qatar a aussi prêté le flanc,
entendant se protéger du terrorisme par une sorte de longanimité, offrant son hospitalité et forcément ses moyens à différents groupes et dirigeants terroristes dans un jeu qui s'est voulu subtil mais ayant atteint ses limites aujourd'hui. D'abord à cause de l'ampleur prise par les actes commis au nom du terrorisme islamique, la détermination de l'Occident à y faire face et l'impréparation des dirigeants qataris à jouer sur cet échiquier avec de tels pions. Je parle des organisations terroristes. Il suffit de lire Encyclopédie du terrorisme international de Thierry Vareille, Harmattan 2001, ou n'importe quel ouvrage de référence sur le sujet. Tous les États qui protègent ou financent des groupes terroristes se sont donné les moyens de pouvoir, sinon totalement les contrôler, au moins avoir une influence réelle sur eux qui pourrait servir aux besoins. Et c'est ainsi, depuis le XIe siècle, avec l'apparition du terrorisme. Le Qatar, jeune nation sans culture politique, l'aurait fait, lui, dans l'unique but d'échapper aux violences terroristes. Et apparemment, ça a marché. Cet émirat riche, quasiment sans armée, très ouvert à cette modernité occidentale tant abhorrée par les islamistes, est très étrangement épargné par les djihadistes de toute obédience qui ont frappé si souvent en Égypte, pays surarmé pourtant, et presque partout dans la région, y compris en Arabie Saoudite. Pourtant, elle-même indexée par la même intelligentsia européenne, au même titre que le petit Qatar, de soutenir des groupes terroristes. La facture pour Doha est aujourd'hui bien lourde et pourrait s'alourdir avec la mainmise annoncée sur ses richesses. Or, les Saoudiens se sont portés à la tête de la coalition anti-Qatar avec l'évidente onction de l'Amérique pour s'acheter une virginité sur ce terrain. Amérique, dont les mises en garde contre les risques d'embrasement de la région sont qualifiées à juste titre de molles par tous les observateurs, comme de ses alliés européens, l'Angleterre par exemple, où l'on ne s'est pas privé de signaler que l'attentat de Manchester prend, je cite, peut-être sa source au Qatar, où mène la piste terroriste libyenne des frères musulmans, dont un des dirigeants, Ali al-Salabi, il s'appelle, réside au Qatar. Ce séisme diplomatique qui déjà s'est étendu jusqu'en Libye, ce pays et 3 autres alliés de la Saoudie ayant rompu avec le Qatar, n'épargnera pas les pays d'Afrique dont le nôtre. Vaudrait peut-être bien, pour notre diplomatie, ouvrir la réflexion maintenant, arrêter une position pragmatique pour notre pays et essayer de la tenir, conscient bien évidemment de notre poids réel devant les enjeux géopolitiques en cause, dont même la mainmise sur les immenses richesses du Qatar, plutôt que d'attendre d'être enjoint de choisir son camp sans aucune réflexion préalable approfondie. Comme ce fut le cas quand Erdogan, le président turc, poussa notre ministre des Affaires étrangères devant nos députés à accuser de terrorisme sans aucune réserve un savant connu pour être un activiste du dialogue interreligieux et de la promotion de l'éducation des masses musulmanes. Fethullah Gülen. RFM, la presse du jour. Ce programme vous est proposé par Emirates. Ousmane Gueye, bonjour. Bonjour à tous. L'Église catholique veut des élections législatives transparentes et démocratiques. La plupart des quotidiens de ce mardi se font l'écho de la 129e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Dans Sud Quotidien, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, qui a dirigé la messe de minuit, invite les hommes politiques à une campagne électorale paisible, ce que le quotidien appelle le sermon de Popenguine. Vox Populi, de son côté, voit une consigne de vote dans le discours de l'archevêque de Dakar. Monseigneur Benjamin Ndiaye demande à discerner et voter pour les candidats qui veulent œuvrer pour une politique de la vie. Augustin Tine, le ministre des Forces armées à la tête de la délégation gouvernementale, a plaidé la poursuite de la bataille doctrinale pour la paix et la tolérance dans le soleil, non sans promettre que l'État va continuer la modernisation de Popenguine. Le dégel entre le Sénégal et Israël, le sujet est également abordé par la presse du jour. Le réchauffement diplomatique entre Dakar et Tel Aviv pour reprendre enquête a été officialisé lors du sommet de la CEDEAO à Monrovia, au Libéria. Les deux pays décident donc de normaliser leurs relations en mettant fin à la guerre de 6 mois, constate Réumi. Réumi qui semble dire que l'État hébreu s'était trompé en se fâchant avec le régime de Macky Sall. Hassan Samb écrit qu'Israël avait oublié que dans son offensive diplomatique en Afrique, le Sénégal jouait un rôle très important, lui qui avait accepté sa main tendue dans un contexte où la plupart des pays musulmans lui
tourner le dos. Et pour matérialiser ce remariage, comme dit le quotidien, le Premier ministre israélien a décidé du retour à Dakar de l'ambassadeur d'Israël. Les coûteux appartements que le journal de Montréal prête à Maître Madické Niang et Pape Mamadou Pouy sont à la une de Libération de ce matin. L'article à la page 4 du journal nous apprend que les deux hommes ont pu s'offrir des biens immobiliers de luxe au cœur de la capitale canadienne. Et c'est le cas Pouy qui préoccupe le plus Libé, qui note que 10 jours après la discussion avec le bureau d'enquête de TVA Nouvelle, son nom disparaît de la liste des actionnaires de sa compagnie à numéro au registre des entreprises du Québec, où ne figure désormais que sa femme. Enquête qui reprend in extenso le texte du journal de Montréal explique comment les Wade et leurs prête-noms, c'est le titre, ont investi au Québec. Wade père, Abdoulaye Wade, plaint par un de ses anciens ministres, c'est à la une de l'As. Ousmane Ngom y confie être triste de le voir en campagne, non sans chanter les vertus de Macky Sall. L'humilité, la lucidité et le sens de l'ouverture du président m'ont convaincu. Au même moment, le ministre en charge de la pêche s'exprime dans les colonnes de l'Observateur. Dans l'entretien accordé à Mortala Gaye, Oumar Gueye soutient que le secteur de la pêche qu'on dit malade est plus que jamais dynamique. Mais le quotidien du groupe Futur Média fait la part belle à l'auteur présumé du viol de la fillette de Grand-Thiès. Il invoque le démon et présente ses excuses au père du bébé. En sport, le nul vierge du Sénégal face à l'Ouganda hier à Léopold Senghor, Stade y voit un test raté face au crâne. Ce n'est pas ce que pense le coach Aliou Cissé. L'entraîneur se dit fier de la prestation de ces hommes, même s'il l'avoue, ils auraient dû concrétiser les occasions. Ce programme vous a été proposé par Emirates. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Un vote utile, c'est l'invite de l'Église à l'endroit des citoyens en vue des élections législatives. Pour en parler, nous avons en ligne le ministre Aly Ngouille Ndiaye, ministre des Mines et de l'Industrie, membre de l'APR. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Il y a également monsieur Théodore Chérif Montey, directeur national opérationnel de l'Union citoyenne Buntubi, tête de liste nationale. Bonjour, monsieur Montey. Bonjour. Monsieur le ministre, quel commentaire faites-vous sur cette déclaration de monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, qui demande aux citoyens de discerner, mais aussi de soutenir les citoyens, les candidats et les candidates qui veulent œuvrer pour une politique de la vie? Mais merci beaucoup. D'abord, nous, comme à leur habitude, nous retrouvons en tout cas des propos très sages des dirigeants de l'Église, notamment toujours en ces veilles d'élections. C'est des élections où, comme on le, en tout cas pressent, le choix, je ne dirais pas va être difficile, mais en tout cas le vote peut être très lent, en tout cas la pluralité des listes. Oui. Parce qu'il y a apparemment une quarantaine de listes. 49. Donc, 49 listes qui ont été validées. Bon, certainement dans tous les départements, il n'y aura pas toutes les listes, mais il y a de fortes chances que dans les grandes agglomérations comme Dakar, qu'on se retrouve avec une quarantaine de listes. Ça va déjà poser des problèmes de l'occupation même des représentants des différentes listes dans les bureaux de vote, également la longueur du vote, tout ça. Mais ce qui est important dans tous les cas de tout ça, c'est la démocratie. Oui. Ça, donc les listes sont déjà déposées. Elles seront pour l'essentiel certainement validées. Maintenant, il faut que les citoyens fassent preuve de discernement pour choisir, en tout cas, dans la quiétude, dans la tranquillité, ceux qui sont censés représenter en tout cas leurs convictions. Représenter dignement d'ailleurs leurs convictions et prendre en charge leurs préoccupations à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez l'impression qu'il arrive que ces élus du peuple ne fassent pas correctement le travail pour lequel ils ont été élus? Je dois quand même vous dire très franchement que beaucoup de Sénégalais ne savent peut-être pas ce que les députés abattent comme travail. Vous savez, malheureusement, dans le travail des députés, les gens ne voient que ce qui se passe en plénière. Moi-même, avant d'être peut-être ministre, j'avais à un moment donné cette même idée. Mais en tant que ministre, il m'est arrivé de rester des heures dans les commissions où les députés vont dans le fond. C'est vraiment, c'est dommage que ce travail ne puisse pas être divulgué, mais ça aurait permis aux Sénégalais moyen de savoir l'importance du travail des députés. C'est pas uniquement ce que nous voyons en plénière. Oui, mais est-ce que cette perception est fausse de fond en comble?
Si, je vous dis, elle est fausse parce que je sais qu'en commission, c'est pas la même chose du tout. Tous les députés font le travail pour lequel ils ont été élus. J'ai dit, moi, je suis depuis 5 ans, à chaque fois que je vais en commission, dans une commission, vous pouvez trouver une quarantaine de députés. C'est pratiquement chaque député qui exprime une préoccupation. Et de fond. Très bien. Je vous retrouve tout à l'heure, monsieur le ministre. Alors, monsieur Monteil, un commentaire sur cette sortie de l'église à l'occasion du pèlerinage marial de Popenguine. Merci monsieur. Je remercie pour votre invitation. Je salue tous les citoyennes et les citoyens sénégalais qui nous écoutent. Moi, je pense qu'il faut d'abord redéfinir ce que veut dire utile. Utile pour qui et utile pour quoi. Je pense que quand l'Église catholique parle d'utilité, c'est forcément pour l'humain, pour nous Sénégalais. Donc, un vote utile, c'est un vote qui enverra à l'Assemblée nationale un député qui sera un véritable représentant du peuple. Oui. Et il est clair que pour faire ce choix, c'est très simple. Il faudra choisir des candidats légitimes. Et la légitimité ne peut être conférée que par le peuple. Les députés choisis par les partis politiques en conclave sans l'avis des populations, je pense que ne seront jamais des députés utiles parce que ce ne sont pas des députés légitimes, ce ne sont pas des députés choisis par le peuple, mais des députés choisis par des organisations politiques qui sont très souvent imposées. Et voilà. Donc, nous pensons que quand l'Église parle d'utilité, c'est pour nous et que le député qu'on doit envoyer à l'Assemblée nationale devra être un tout autre député que celui qu'on a. Avez-vous l'impression que les populations sont souvent trompées par les politiques qui viennent leur servir des discours mirobolants? Absolument. C'est même pas qu'ils sont trompés, ils sont abusés parce que quand les populations ont faim, quand les gens ont des préoccupations d'ordre domestique, d'ordre matériel et que vous leur tendez un billet de 1000 francs, ils n'ont d'autre choix que de le prendre. Aujourd'hui, on appauvrit les populations et on les force à voter dans un sens en leur proposant d'assouvir leurs besoins primaires. Voilà ce qui se passe. Quand vous voyez les coalitions qui sont montées aujourd'hui au Sénégal, c'est pas du tout dans l'intérêt du peuple sénégalais. Les coalitions eux-mêmes, ils le disent, ce sont des coalitions contre nature. Ce sont des gens qui hier se sont battus et qui aujourd'hui se mettent ensemble. Ils ne disent pas qu'ils veulent envoyer un député à l'Assemblée nationale, ils disent qu'ils veulent contraindre quelqu'un à la cohabitation. Ou les autres disent, nous serons majoritaires pour pouvoir défendre la politique du président de la République, etc. etc. Donc, on ne parle jamais du peuple sénégalais, on parle d'intérêt crypto-personnel. L'intérêt personnel. Absolument. Très bien, je reviens à vous. Je termine avec le ministre Aly Ngouille Ndiaye. Monsieur le ministre, puisque vous insistez sur le rôle important que jouent les députés et au niveau de l'opinion, ce n'est pas la même perception qu'on a. Comment faire pour que l'Assemblée nationale se départe de cette mauvaise image qu'on lui colle? Moi, je pense que d'abord, l'Assemblée doit bien communiquer. Vous dites la perception, c'est parce que les gens, c'est ce qu'ils voient. En fait, on ne peut pas percevoir autre chose parce que vous-même, vous ne participez pas, vous ne regardez que certaines sessions à l'Assemblée nationale et en plénière. Donc, tout ce qui se passe ailleurs que les députés font comme travail, et des fois, qui ne démarrent même pas d'ailleurs au niveau de l'hémicycle, qui démarrent d'abord dans la prise en charge des préoccupations des populations qui les ont envoyées. C'est vrai qu'une fois qu'on est à l'Assemblée nationale, on est un député du peuple, je suis tout à fait d'accord. Mais aujourd'hui, le député qui habite Linguère est beaucoup plus proche des préoccupations des gens de Linguère que celui qui habite Sédhiou. Donc, ce dernier, son travail d'abord ne démarre pas à l'hémicycle. Il va d'abord auprès de ces populations qui l'ont envoyé, que ce soit par des organes politiques comme mon co-débatteur en parle, que ce soit par les partis politiques ou bien que ce soit bien par des indépendants. Ce qui est constant, c'est que c'est les populations qui l'ont envoyé. Oui, mais souvent, les populations se plaignent, ils ne voient pas leurs élus, ils les voient qu'occasionnellement. Non. C'est des vérités quand même. C'est très facile de dire que les populations se plaignent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même, nous vivons ces choses-là tous les jours. C'est très différent, j'avoue, des discours que nous entendons. C'est vrai, il peut y arriver que certains députés ne sont pas assidus au niveau auprès des populations qui l'ont envoyé, mais quand même la grande majorité de ces députés, ils vont tous les jours. La première illustration, si vous voulez, et c'est très simple, c'est d'aller voir aujourd'hui tous ces gens-là qui ont eu des véhicules
qui avait commencé par 0 km, aujourd'hui on regarde le kilométrage, on voit ce qu'ils ont fait comme déplacement. Oui, est-ce que ça signifie qu'ils sont forcément au service des populations aussi Ah si, ils sont au service de qui? C'est ça le travail. C'est ça le travail. De toute façon, ils sont appréciés. Si oui ou non, ils sont à leur service. Et je considère que ces députés en général sont au service des populations depuis la base jusqu'à l'hémicycle. Très bien, merci. Monsieur le ministre Alingo Ndiaye, membre de l'APR. Monsieur Montey, on termine avec vous. Oui, comment faire pour que le député soit plus utile aux populations? J'insiste beaucoup sur ça, hein, parce que c'est important. Un seul moyen Lequel? pour que le député soit plus utile aux populations, c'est que ce député soit légitime, c'est qu'il soit à la base choisi d'abord par les populations. J'ai entendu M. le ministre parler du député de Linguère. Je demande à RFM de faire un petit radio-trottoir et demander à des citoyens quel est le député qui a été élu sur la liste de Dakar en 2012. Et quel est le député qui a été élu sur la liste de Kaolack en 2012. Ils ne le savent pas. Je l'ai essayé. Les gens ne savent pas quel député ils ont envoyé parce que ce ne sont pas eux qui l'ont envoyé, c'est des partis politiques qui les ont choisis et qui les ont imposés aux populations. Aujourd'hui, il faut que les populations choisissent eux-mêmes leurs représentants. D'abord, en termes de légitimité au niveau le plus bas et qu'ils les envoient au niveau d'une liste d'un parti ou d'une organisation politique pour investiture et candidature. Demain, ces gens, quand ils vont arriver à l'Assemblée nationale, vont devoir systématiquement revenir et installer un dialogue permanent avec les populations et donc en connaître les préoccupations. J'ai entendu le ministre parler du député de Linguère. Je rappelle que le mandat de député n'est pas un mandat local, c'est un mandat national. Quand vous êtes élu, quelle que soit la liste sur laquelle... Il l'a quand même précisé à son corps défendant, il l'a précisé. D'accord. Donc je continue. Aujourd'hui, regardez, essayez de savoir combien de propositions de loi ont été faites par les députés de la dernière législature. Aucune. Quel est le niveau de contrôle qu'ils ont exercé sur l'exécutif? Aucun. Quand les membres du gouvernement se présentent devant les députés, qu'est-ce qui se passe? On voit que des gens qui applaudissent. On parle de perception, mais c'est cette perception qui fait l'opinion. Nous, on ne peut savoir que ce qu'on voit. Je pense que si ce sont des gens assez sérieux, qui travaillent très bien en commission, ils seront assez sérieux pour ne pas être des applaudisseurs en plénière. Très bien. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui à l'Assemblée. Merci Théodore. Chérif Montey, directeur national opérationnel de l'Union citoyenne Buntubi, tête de liste nationale. La météo avant de vous quitter, au courant des prochaines 24 heures, un temps relativement stable et ensoleillé va prédominer sur la quasi-totalité du territoire. Cependant, en début et fin de journée, des passages nuageux seront notés sur le littoral et sur les localités sud-est du pays. Voici le rappel de quelques titres. Encore des tensions à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants ont chauffé la rue ce matin pour réclamer leur bourse non payée depuis le début de l'année. Baccalauréat 2017, les épreuves de philosophie auront lieu demain. Occasion pour les spécialistes de la discipline de dire aux candidats la conduite à tenir pour s'en sortir. Et puis en politique, le coordonnateur du parti Réumi à Saint-Louis réagit après la défection de femmes militantes suite aux investitures. Une situation inédite, a déclaré le docteur Abdoulaye Ndoye, qui promet de donner une suite à cette affaire. Journal présenté par Antoine Dufala, technique Vincent Mamadou Diop, à la réalisation El Hadj Daouda Diouf. À 13h, El Hadj Hassan Gueye pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, c'est Dialgati Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.